Bonjour Franck. Ça va? On n'était pas raccord, on recommence. Bonjour à tous, bienvenue au direct du jardinier. Donc on laisse le temps, j'ai lancé le direct, mais on laisse le temps aux personnes de venir petit à petit. D'accord. Bonjour Franck, merci de nous accueillir. Donc Bonjour là à on est tous. devant le potager. Donc voilà, il est fermé le potager. Vous regardez, il y a la neige partout. Donc évidemment, on va pas faire des semis comme on aurait pu faire si on avait été dans des conditions plus clémentes au niveau du sol notamment. Et là, par précaution, il a été fermé au public en plus. Bah oui. Voilà, donc on va attendre la semaine prochaine que ça se réchauffe. Bonjour à tous, il y a les gens qui commencent à arriver. Ok. Donc le sujet initial, c'était les premiers semis C'est en ça, pleine terre. c'est ça. Au mois de février, donc on peut commencer à faire des semis, des pois, des fèves, des épinards de printemps qu'on peut démarrer assez tôt, sauf lors de conditions extrêmes comme aujourd'hui. Donc du coup, on va faire autre chose. Franck, j'avais juste une parenthèse, j'avais quand même informé les usagers qu'il y aurait peut-être un autre sujet Oui. vu qu'on attendait du froid. Voilà. Donc l'autre sujet, c'est le rempotage des plantes d'intérieur Très bien. et les soins. J'en profite, je vois qu'on a nos deux services civiques. Bonjour. Comment allez-vous? Bah ça va. Froid. On y va. On y va, c'est parti. Du coup, ce que tu nous as prévu, c'est un atelier en serre. Voilà, au chaud, Ouais. en serre chauffée. Alors c'est d'actualité, c'est-à-dire que là on va utiliser toutes les journées comme ça pour les journées où on ne peut pas travailler dehors pour avancer dans le rempotage des plantes d'intérieur. Ouais. Rempotage et tous les autres soins, Tiens, il y a Gualtiro qui trouve que le parc de Bercy est très beau sous la neige. c'est superbe. Il est très froid aussi. Il était il y a quelques jours à la ferme, il y a eu un direct. Ouais. Je crois qu'il faisait extrêmement froid aussi. Ouais, il y a une vague de froid là qui ne va pas durer. Par exemple, là, tu vois, je filme les vignes. Il n'y a aucune répercussion du gel sur les vignes. Enfin, des quelques jours de gel comme ça. Bah, c'est l'hiver. Ouais, c'est normal. Là, on a des hivers en fait qui sont de plus en plus doux, donc on est surpris quand il y a une vague de froid comme ça. Mais on est encore en hiver, donc normalement on devrait avoir ce froid-là depuis un mois, quoi. D'accord. Donc Là, je rappelle à tout le monde parce qu'il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent. On est bien sur le direct du jardinier qui est programmé sur Instagram en live tous les vendredis à 13h. On avait initialement un sujet qui était on avait un sujet qui était sur les premiers semis au potager en pleine terre donc et comme il fait vraiment trop froid et que la terre est impossible à travailler et puis qu'on ne peut pas semer dans ces conditions, on se rabat sur un autre sujet qui est celui du rempotage des plantes d'intérieur. Et pour ça, on est dans la serre. La serre que les gens commencent à connaître. Ok, donc dans la serre, il faut se dévêtir, donc je vais me reconnecter autrement. Oui, alors, parce que les gens qui voient ne se rendent pas compte de la différence thermique, Voilà, il y a mais une dehors, grosse on différence. est en négatif. Ici, on est au printemps. Ah, il fait très chaud, quoi. Il fait 21 degrés. Ouais. Donc c'est une serre chauffée. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Tout le monde est là? A priori, oui. Tu veux que je t'aide à enlever ton Non, manteau? ça va aller. Je vais juste Que ouvrir tu mon chopes manteau pas et la enlever. crève avec le chaud-froid. Alors, du coup. Donc du coup, voilà, reste de ce côté-là, je vais vous amener ça. Mais Franck, ce matin, du coup, moi, je peux dire, je t'ai eu ce matin pendant qu'on préparait. Tu étais au centre de production horticole de la ville de Paris ce matin. C'est ça. Et donc, tu Rungis. prenais des plantes, toutes les plantes qui sont dans les cagettes, là. Voilà, Elles vont te juste servir à quoi, pour ces le plantes? chac. Alors en fait, c'est des plantes pour la serre, en fait, et qui vont servir aussi à décorer la maison. Parce qu'à l'étage, dans la salle pédagogique, on a des plantes d'intérieur, enfin, c'est-à-dire que la maison, elle permet
elle permet de montrer en fait qu'est-ce qu'on met en plante d'intérieur par rapport à une certaine exposition, qu'est-ce qu'on met, il y a une terrasse, il y a une cour ombragée, il y a une serre, il y a une véranda, donc voilà, ça répond à toutes les questions en fait. Donc du coup, on s'occupe de plantes aussi d'intérieur, pas seulement des plantes potagères, mais aussi de plantes ornementales, et notamment de plantes d'intérieur. Là, je vais sortir une petite variété que je mets de ce côté-là, toc. Et on va voir. C'est quoi quand ça? Ça, c'est des cyclamènes. Des cyclamènes. Voilà. Voilà. Donc on va sortir. Tiens, j'ai une question d'amande étoilée. Tu nous as dit il y a quelques minutes que la serre était chauffée. Oui. Elle demande comment? Par un chauffage électrique. C'est chauffage électrique. Donc c'est une chaudière électrique. C'est une serre qui a été mise en place il y a 20 ans. Hein. D'accord. Donc le système, il date de cette époque-là. Aujourd'hui, les systèmes modernes, et notamment au centre de production horticole de la ville de Paris, ils sont en train de mettre en place un chauffage par géothermie. D'accord. Donc qui est beaucoup plus écologique que les chauffages électriques ou à gaz ou autres. Donc voilà, là juste je vous sors quelques plantes, voyez. Donc ça c'est des plantes, toutes ces plantes-là sont produites au centre horticole de la ville de Paris. Donc en plus de produire des plantes annuelles et bisannuelles pour les massifs, pour les plates-bandes dans les jardins de Paris, ils produisent aussi des arbres, des arbustes et des plantes vivaces, des grimpantes, etc. Donc ils produisent tout ce qu'on a besoin en fait dans les jardins. Voilà, toute la production est destinée à la ville. Oui, exactement. Ça, on essaiera de faire un direct un jour là-bas. C'est une production interne. Voilà, et ça permet d'avoir des plantes de très bonne qualité. Donc, le centre de production produit aussi des plantes d'intérieur. Voilà. D'accord. On en a pas mal d'exemples là. Voilà. Bon, là, j'ai sorti un petit panel. Donc, c'est des plantes qui vont servir à décorer l'intérieur de la maison. C'est des plantes que tout le monde peut avoir chez soi pour le coup. Voilà, on peut trouver ça en grande surface. Voilà, c'est des plantes qu'on trouve, en tout cas en jardinerie. Et chez les fleuristes à Paris, on retrouve ces plantes-là. Donc, par exemple, des plantes de la famille des broméliacées. Oula. Voilà. Des broméliacées. Donc ça, c'est des plantes qui ne demandent pas trop de soins. On peut les oublier un petit peu. Donc on voit ici qu'elles ont fleuri, qu'elles ont été taillées. Et leur particularité, ça sera de refleurir, pas au même endroit, mais sur des nouveaux départs, comme ça. Là, on a un nouveau départ ici, là. D'accord. Donc les prochaines floraisons, vers le tout début du printemps, ça sera sur les autres départs, comme ça. Ah, Géose qui pose une question, parce qu'on parlait de cyclamènes tout à l'heure de l'autre côté. Ouais. Elle dit que ces cyclamènes sont en train de mourir, qu'il ou elle a l'impression que c'est à cause de la neige. Et est-ce qu'il y a un moyen de les récupérer avant qu'il soit trop tard? Alors c'est des cyclamènes qui sont à l'extérieur, sur un balcon, c'est ça? Je pense, Wose, si tu peux répondre. Alors de toute façon, il y a les cyclamènes qu'on met dehors et les cyclamènes qui sont pour l'intérieur. Or, même les cyclamènes d'intérieur, qui sont notamment les cyclamènes de Naples, ce qu'on appelle les cyclamènes de Naples, ils n'aiment pas les excès de température, ils n'aiment pas les intérieurs trop chauffés. Donc leur température idéale, même à l'intérieur, là, bon, ça fait un peu léger, mais c'est entre 15 et 19 degrés. Donc voilà, si vous chauffez qu'à 19, pas au-dessus, ça passe. Mais ils n'aiment pas les endroits surchauffés. D'accord. Et puis ceux d'extérieur, ils vont geler, hein, mais ils vont repartir. D'accord, d'accord. Donc après, si c'est sur un balcon et Il nous confirme bien que c'est à l'extérieur. Pas en pleine terre. Sur un balcon peut-être. Ah, je n'en sais rien. Il me répond oui, donc ouais. c'est donc si c'est pas en pleine terre, ouais, c'est sur un balcon. Si sur un balcon c'est pas en pleine terre, ils seront plus fragiles. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Les rentrer, les protéger avec le papier bulle? C'était une astuce que tu nous avais donnée. Voilà, c'est ce que j'avais dit lors de la séance de protection des plantes de balcon notamment. Ouais. C'était de les protéger en sachant qu'on avait des hivers doux. Voilà, on les protège pour les conditions actuelles, en fait. Ok.
Donc, Bon, bah, Woz, ce qu'il y a à faire, je ne sais pas s'il avait suivi l'émission à l'époque, mais il existe les papiers d'enveloppe, enfin, dans lesquels on enveloppe les objets, des papiers bulles en plastique. On avait dit que ce n'était pas très écolo, mais c'était une bonne solution, si vous en aviez sous la main, d'entourer la plante pour la protéger du froid. voilà. Mais c'est trop tard là. Ah, c'est trop tard là Si elle a pris le froid maintenant. Bah oui, là, oui. Voilà. Puis là, on Ça, est sous la neige, là. c'est pour ça que cette vidéo, elle avait été faite avant Bien sûr. l'hiver, donc ça devait être début décembre ou fin novembre. Bon, bah, Woz, on croise les doigts pour les cyclamènes, Voilà. mais on ne garantit pas qu'ils survivent. Bon, après, ils peuvent résister au froid, hein, mais s'ils ne durent pas longtemps. Le froid, enfin, il vaut mieux, une petite généralité sur le froid et la rusticité des plantes. Quand on parle de rusticité, c'est-à-dire à combien de degrés la plante, jusqu'à combien de degrés négatifs la plante elle résiste au froid. Ça, c'est pour une plante adulte et en bonne santé, donc qui est installée en pleine terre, etc. Tout ça, c'est à mesurer. Si on a une plante qui est en pot, qui va être moins résistante, évidemment. Et par rapport au froid, même une plante qui est donnée pour -5, elle va préférer un -10 qui dure qu'une journée qu'un -5 qui dure 3 semaines. Et voilà comment on rééquilibre un peu les choses. Donc s'il gèle fort, mais que la température remonte au-dessus de 0 dans la journée, c'est moins pire que s'il gèle sans s'arrêter pendant une semaine ou 2 semaines, où on reste à 5 tout le temps. Ouais. Là, même maintenant où il fait froid, on remarque que dans la journée, les températures elles remontent. On va de -6 à -1, voire un petit peu au-dessus, et puis ça redescend la nuit. Donc ce n'est pas des gels dramatiques non plus. Donc là, ce qu'on peut voir, j'espère que j'ai répondu correctement aux questions, c'est comment savoir qu'on doit rempoter une plante. Donc vous voyez, elles sont vendues un peu comme ça, hein, c'est-à-dire dans des petits pots, souvent dans des pots comme ça. Voilà. Ouais. Donc les observations, en fait, c'est d'abord, quand on voit la plante comme ça, est-ce qu'on sent qu'elle est à l'étroit ou pas? Sinon, on regarde en dessous, on tourne les pots, s'il y a des racines qui sortent, alors là, ce n'est pas vraiment le cas. Et si j'ai un doute, en fait, je dépote. Alors là, on voit que les racines elles commencent à tourner un tout petit peu. Ouais. Donc celle-là, par exemple, je pourrais la rempoter. Alors il y a des cas sur des pots qui sont restés trop longtemps dans les petits pots où il y a carrément un pain, enfin ça fait énormément. Ça fait comme un chignon, en fait. Ouais. Mais là, je vois, il n'y a aucune racine là qui dépasse. Et si j'enlève un peu, alors il faut le faire délicatement, en pinçant un peu comme ça. Voilà, là, il n'y a pas besoin de la rempoter. J'ai abîmé un peu la motte, mais on voit bien que les racines... Oui, on voit bien. Voilà, elles sont... Bon, tu nous disais que celle-ci était beaucoup plus elles sont assez résistantes, ouais. Alors, il ne faut pas qu'elles dessèchent complètement. Il ne faut pas qu'elles soient trempées tout le temps. Très bien. Et elles aiment bien, en fait, celles qui ont des grandes feuilles comme ça, les broméliacées comme ça, avoir un peu d'eau à l'intérieur des feuilles. D'accord. Par exemple, celui-là, je vais regarder. Donc ça, c'est un palmier. Donc ça, c'est un palmier qui est vendu comme... en jardinerie, on l'appelle le quincia. Son vrai nom latin, c'est Howea, H-O-W-E-A. Il vient en fait de l'île de Lord Howe. Howe, ça s'écrit H-O-W-E. Donc c'est une petite île entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et il est endémique de cette île-là, c'est-à-dire qu'on n'en trouve nulle part ailleurs. Ça ressemble à tous les palmiers qu'on voit en vente dans la plupart des magasins. Voilà, ça ressemble un petit peu. Si on regarde de près, on voit que les feuilles, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Mais c'est un palmier qui a été choisi en plan d'intérieur car il est très rustique, il résiste au manque d'eau, à l'excès d'eau, à toutes les expositions. Même s'il a des expositions favorites, il ne faut pas qu'il soit en soleil direct parce que sinon ça va brûler les feuilles, notamment quand ils sont tout petits. Ça donne un palmier qui fait 10-15 mètres de haut. D'accord. Dans les conditions optimales. Ouais. Et donc, c'est une plante qui est tropicale. Climat tropical. Vous voyez là, il y a une racine qui déborde un petit peu. On la voit. Mais c'est pas grand-chose ça. Hein. Si vous allez dans une jardinerie et vous choisissez une plante avec juste ça, ça va. Là, si au niveau du choix des plantes, on n'a pas trop de racines qui débordent. Ça, c'est un critère hein, quand vous choisissez une plante. Il ne faut pas que vous ayez plein de racines, que ce soit tout blanc de racines en bas.
Donc là, on est plutôt bon, en fait. Voilà, alors là, Et donc tu parlais de rempotage. Moi je Donc là, reviens. oui. Ouais. Donc là, on voit un début d'enroulement quand même, au bout. Donc ça, c'est le principe des palmiers. Ils ont des racines qui vont être au départ des racines pivotantes, c'est-à-dire qu'ils vont aller en profondeur comme un pivot pour ancrer la plante. Et après, elle va repartir de la base, les racines vont repartir de la base du stipe, hein, de la tige du palmier, et vont recréer un système de racines fasciculaires, en forme de faisceau. Contrairement aux arbres qui ont des racines qui sont, comment dire, Oui, enfin, comme les branches plus horizontale que verticale. Non, c'est pas ça, c'est qui font branches. Je sais pas. Personne peut m'aider. Ouais, mais c'est pas en branchement. Enfin, voilà, ça fait un réseau de racines, une racine principale avec des racines qui poussent autour, alors que les palmiers, c'est un faisceau de racines qui part de la base, comme un poireau en fait. Voilà, c'est ça la différence. Le palmier étant une monocotylédone et l'arbre étant une dicotylédone. Donc après, c'est ça la différenciation des tissus, etc. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est pour dire qu'un palmier, par exemple, n'est pas un arbre. Dans les plates, attends. Voilà. Oui, j'ai un usager. Donc là, je vérifie, Pierrot oui. qui demande s'il faut mettre de l'engrais dans les plates. Alors les plates, je pense que ce sont celles-ci. Hein, c'est bien ça. Alors, la règle générale, c'est que toutes les plantes qu'on va acheter en pot, à un moment donné, il faudra leur donner à manger. Parce que, en fait, leur système racinaire, il est bloqué là, hein, dans cet espace-là, dans ce volume-là. En sachant que les plantes qu'on achète en jardinerie, elles sont un petit peu sous perfusion. C'est-à-dire que c'est un mélange très léger qui n'est pas nutritif, mais c'est nourri par engrais liquide le temps que la plante soit vendue. Donc elles sont un peu sous perfusion, c'est-à-dire que quand vous les achetez, vous n'avez pas un terreau nutritif et vous n'avez plus la perfusion. Donc 99% des plantes que vous achetez en pot, les plantes d'intérieur, il faut les rempoter. C'est-à-dire, du coup, là, c'est là on va voir. Là, je regardais juste les plantes qu'il y avait à rempoter en urgence. Ah, ben voilà, celle-là, elle est peut-être un petit peu plus. Et ça ressort beaucoup. Ouais. Un petit peu, mais elles sont très fines. Ça fait pas des. Donc, j'ai une nouvelle question pendant que tu essayes de. Voilà, celle-là, elle est un petit peu plus. Oui. Voilà, elle pousse, elle est un petit peu. Ah ben on voit bien qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. Voilà. Ok, c'est peut-être elle que tu vas rempoter. Voilà, on va donner un exemple. Alors, je vais utiliser des pots en terre. Tu me permets de te poser des questions pendant que tu. J'ai une question d'arts martiaux souples. Je pense que ce n'est pas le nom de la personne, mais je le reconnais, c'est un habitué, qui dit que lui, son plaisir, c'est de récupérer les pépins, les noyaux et les graines de fruits chez lui pour en faire des plantes d'intérieur. Est-ce que toi, tu aurais des suggestions, des conseils de fruits dont on peut avoir cet usage-là, de récupérer les noyaux pour en faire des plantes? Oui, en ce moment. Tout ce qu'on va trouver, les fruits qu'on mange en ce moment, on peut récupérer donc les clémentines, le citron, les oranges, enfin tous les agrumes, ça pousse très bien. On met une graine dans un petit pot hein, et ça pousse très bien. Alors, je vais vous donner des exemples qui ont été faits. Donc là, est-ce que ça a été arrosé ce matin? Voilà. Là, par exemple, là, on a des semis. Par exemple, même, voilà les dattes. Là, il y a des dattes qui ont été semées. C'est des dattes, ça? C'est une date qui part, là, qui démarre. D'accord. Donc, juste du terreau, un petit pot de récupération. Là, il y avait... Alors, là, pareil, il y a une date. Là, il y a un avocat. Alors, l'avocat, on peut le faire avec les 3 pics. Tout ça, c'est du... Voilà. Puis, si vous n'avez pas de pot, vous faites un origami, un pliage en papier. Oui. Et le temps que la graine pousse, vous avez un pot. D'accord. Voilà. Là, on a de tout. Là, on a de l'avocat, de la date, il y a différents agrumes. Des lentilles. Pépins d'agrumes. Les lentilles. Hein, les lentilles, oui. Ça, les lentilles, on fait beaucoup avec les enfants. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas oublier d'arroser. Ouais. Donc là, ce matin, celles-là n'ont pas été arrosées. Elles sont un peu... Alors, on sent que ce n'est pas du tout la même terre. D'ailleurs, d'ici à ici, il y a une grosse différence. Alors, celle-là est plus tamisée. D'accord. Voilà. Et parce que c'était par rapport au fait que c'est des pots en papier. Du papier, oui. Voilà. D'accord. Mais en fait, plus la graine est grosse, moins on a besoin de tamiser.
le terreau. On peut avoir un terreau grossier avec des graines plus grosses. Et dès qu'on a des petites graines, on va le tamiser Donc, plus. plus tamisé Voilà. et moins tamisé, puis ça se voit. Hein. Donc voilà, donc là je suis en train de chercher un pot en terre qui va correspondre à la taille de cette plante-là. Vous avez reconnu, est-ce que quelqu'un la reconnaît? Je vais pas dire le nom tout de suite. C'est des plantes communes hein, qu'on a chez soi. Celle-ci. Est-ce que tu as des réponses? Alors, est-ce que quelqu'un reconnaît cette plante? Moi, je sais que ma mère en avait, mais je ne me rappelle pas du tout du nom. Ah, il y en a un là, je vais prendre un pot là. Avec ces feuilles qui sont très reconnaissables, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Ah non, mais de toute façon, il y a toujours un délai entre le moment où on pose une question et Ok. où on a les réponses. Allez, on n'a rien à faire gagner. Ben non, on peut pas comme ça, mais sinon, Ah, j'ai quelqu'un qui me dit Schefflera. bravo. C'est ça? Schefflera actinifolia. Ah ben bravo. Schefflera, exactement. Ah ben, alors bravo à l'usager là. On a Alors quelqu'un c'est qui nous arboricola regarde. celui-là. Schefflera arboricola. Ah. Ouais. Impressionnant. Donc, on a un pot en terre. Voilà, Ouais, qui c'est ça. correspond- Vous avez voilà, trouvé. Bravo. Qui, voilà, au niveau de la taille des pots, il faut que le pot soit un peu plus grand. Ouais, c'est ce qu'on Alors avait bon, dit on peut essayer, lors hein, d'une comme émission ça. précédente, mais on voit bien, ouais. En le dépotant. Oui, on a 1 centimètre, un peu plus même, Voilà. de diamètre. Donc du coup là, maintenant il ne reste plus qu'à préparer le mélange. Donc Le là, mélange, toujours les 3 éléments. Un élément nourricier nutritif qui est le terreau. Alors là on a un terreau assez grossier. Un élément qui va garder l'eau, la fibre de coco pour ne pas utiliser de la tourbe. Donc ça garde l'eau. Et un élément drainant du sable. Alors là il n'y en a plus beaucoup, mais ça suffira. Là qui va drainer en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il va évacuer l'excès d'eau. Si Et on a. tu nous avais bien précisé que c'était du sable de rivière et pas du sable de plage, puisque Et pas- c'est salé. Voilà. Et puis pas n'importe quelle rivière. Traditionnellement en horticulture, on utilise du sable de Loire parce qu'il est neutre au niveau du pH. Et donc du coup, on peut tout faire pousser avec dedans. On n'a pas un problème de pH qui soit calcaire, par exemple, comme un sable qui viendrait du bassin parisien, un sable de Seine ou des affluents. Donc voilà, là je mets le terreau. Tiens, tu sais, la personne qui a trouvé Oui. la réponse, c'est quelqu'un qui nous suit de RDC, de République du Congo. D'accord. C'est Bah, bravo à impressionnant. lui. C'est cool. Comment? Ouais, c'est génial. C'est Didon Kibuka. Bonjour. Bah, bonjour. Bah, bonjour bienvenue. à tous les amis congolais qui nous regardent. Ça fait plaisir d'être regardé à l'autre bout du monde. Ouais. Voilà, donc je Mais fais un Ce mélange. qui est incroyable, c'est que quand même, on a quelqu'un du Congo qui reconnaît une plante qui est dans le parc de Bercy à Paris, en France. Ouais, alors c'est pas une plante qui est Ah ben, j'imagine. originaire de. C'est une plante amazonienne. Hein. Alors bon, ces plantes-là d'intérieur, c'est des plantes qui ont été. Qui sont produites en serre. Et puis ce sont souvent des variétés qu'on a créées, donc des cultivars, qui sont plus adaptés pour être utilisés en plante d'intérieur. Ouais. Et sous nos climats où il manque quand même, l'élément qui va manquer le plus, c'est la lumière. La chaleur, on peut la recréer avec le chauffage, mais la lumière, c'est un peu compliqué. Et puis, souvent, dans les pays tropicaux, il n'y a pas de jours courts et de jours longs. Il n'y a pas des saisons marquées comme ici, Bien sûr. dans les pays tempérés. Alors, là, voilà, je fais le mélange. Donc là, tu as mélangé. Bon, c'est vrai qu'on avait le fait qu'il y ait un tout petit peu moins de sable, puisqu'on avait un peu de pénurie dans le bac, ça posera pas de problème de croissance. Non, parce que là, en fait, on est dans une plante qui a des besoins. C'est une plante tropicale, hein, qui vit plutôt dans les forêts tropicales humides. Donc, elle supporte l'eau. Hein. D'accord. Donc, on va mettre des billes d'argile au fond. Alors j'ai vu là que tu as un casier avec plein de petits pots cassés. En fait, c'est de la récup et ça peut Voilà. aussi servir à tapisser À mettre le au fond fond du des pot. gros pots, parce Ouais. que ça prend de la. Donc Ça, là, c'est je vais mettre un peu de Quand billes vous avez d'argile au des fond. pots, pour le conservez-les, drainage. ça peut servir. Donc vous marquerez qu'on récupère aussi les billes d'argile à chaque fois. Ouais. Voilà, on met un petit peu au fond. On met un fond de substrat. Et donc voilà.
Donc, j'enlève un petit peu. Hop. Alors pourquoi est-ce que tu enlèves la couche qui est au-dessus? En fait, c'est une plante qui a été surfacée, c'est-à-dire elle était dans le pot, donc on voit bien qu'elle passe là. Et pour la tenir dans le même pot, on met de la terre au-dessus au lieu de la mettre en dessous. Ça évite de la rempoter, mais en même temps, ça permet de la maintenir plus longtemps. Parce que voilà, on arrive au collet ici, en fait. Voilà. Le collet? Le collet, c'est l'espace entre la tige et les racines. D'accord. Il y a Gualtiro qui demandait, est-ce qu'on est obligé systématiquement d'utiliser des pots en terre? Ça évite d'utiliser du plastique, donc c'est mieux. Oui, dans une démarche écologique, voilà. C'est toujours mieux. Et notamment à la ville de Paris, on est en train on va plutôt vers ça, en fait. Hein, dans les recommandations, c'est qu'on va essayer d'utiliser le moins possible de plastique. Donc ça commence ici, hein, ça commence dans la serre, ça commence chez vous. Donc on utilise des pots en terre qui ont aussi des caractéristiques qui sont intéressantes. Hein. C'est plus respirant et poreux que du plastique. C'est un petit peu plus lourd. On se fait reprendre par notre ami Armatio Souple qui dit pas bien la cuvette en plastique. Voilà. On va la changer. Alors ça c'est petit à petit hein, qu'on est envahi de plastique. Hein. Le voir, pourquoi le plastique il était intéressant? Parce que ça permet d'avoir des parois fines pour les peaux, par exemple, très fines, très résistantes et très légères. Alors que si on devait faire la même chose avec un pot en terre, il faut qu'elle soit plus épaisse, c'est plus cassant, c'est moins étanche, etc. Alors l'avantage, c'est aussi un avantage hein, que ça soit moins étanche, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure respirabilité avec l'extérieur. Donc voilà, je rempote donc. Tu presses très très fortement ou pas? J'avais l'impression que tu appuyais assez fort. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur. C'est-à-dire que on ait vraiment du substrat qui soit correctement réparti dans tout le volume du pot. C'est juste pour ça. Hein. L'idée, c'est pas de tasser. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un volume de substrat qui soit homogène. Et qui n'ait pas une poche d'air qui sera remplacée par l'eau quand on va arroser et qui va enlever une masse de terreau nutritif. Voilà. Alors je ne remplis pas à ras-bord. Hein. Comme ça, à chaque fois que j'arrose, ça ne déborde pas, hein, tout bêtement. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que je mets du terreau, c'est l'élément nutritif. La question tout à l'heure, c'était est-ce que je mets de l'engrais? La première chose à faire, c'est de la rempoter. Et du coup, quand je la rempote, je mets un terreau qui va lui donner à manger jusqu'à cet été, quoi. En début d'été, ça peut être bien de rajouter un peu d'engrais organiques. Alors, engrais organiques, c'est en opposition avec les engrais chimiques hein, qu'on n'utilise pas. Et dans les engrais organiques qu'on peut trouver, il y a l'or brun qui est intéressant parce que c'est que des éléments naturels. Ça s'appelle or brun et ça peut se trouver pour les plantes d'intérieur en liquide concentré. Et donc ça se dilue, c'est un petit bouchon pour 3 litres. Un petit bouchon comme ça pour 3 litres d'eau. D'accord. Et donc ça se met à partir du printemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la plante elle redémarre, parce que les journées sont plus longues, il y a plus d'intensité lumineuse, je remets un petit coup de boost pour la plante. D'accord. Je peux utiliser aussi le compost. Et notamment dans le lombricompost, on a la partie liquide, hein, oui. L'évacuation, la partie la plus liquide, ça porte un qui est de nom, l'engrais. Je ne me souviens plus, mais ça porte un nom, cette partie liquide. Ouais, là, je ne l'ai pas en tête. C'est le froid aujourd'hui. C'est de l'engrais. Hein. Cette partie liquide, c'est du concentré et du coup, ça peut être utilisé en mélange avec de l'eau, jamais pure. Ouais. Le risque pur, ce serait quoi? De brûler les racines? C'est ça. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est rempoté. Donc tout de suite après, qu'est-ce que je fais? De l'eau. J'ai une autre question sur l'engrais. Excuse-moi. Voilà, donc j'arrose. Il y a CVMB qui nous pose la question de savoir si le marc de café est efficace comme engrais organique. Oui, mais il est déséquilibré. Alors le problème du marc de café, donc qui va rajouter de l'azote et du potassium,
Donc c'est bien, vous vous rappelez que les 3 éléments principaux par rapport aux besoins de la plante, c'est NPK, azote, phosphore, potassium. Pardon. Le problème du marc de café, c'est qu'il a un pH acide. Donc à force d'en mettre, en fait, il va acidifier. Il faut jamais le mettre, il faut le mélanger en fait. L'idéal, c'est de le mélanger, si vous avez une marc de café, vous le mélangez avec un substrat. Le mettre par paquet comme ça, c'est pas. Oui, c'est bien pas sûr, très on bon. ne va pas vider ça. Voilà. Et ça acidifie. Donc, faut quand Et même alors le pour savoir. compenser l'acidification, tu peux rajouter un élément qui va neutraliser? Non, c'est surtout, on va surtout pas neutraliser, mais c'est par l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire, on ne va pas en mettre de trop. On ne va pas en mettre systématiquement tout le temps, d'autant qu'il sera déséquilibré, puisqu'on n'a pas les 3 éléments dedans. On n'a pas le phosphore. Donc si on ne met que ça, à un moment donné, on va avoir une carence en phosphore, un excès en azote et en potassium. Mais c'est une bonne façon, oui, c'est bien de le récupérer. Mais attention à ça, c'est ne pas utiliser que ça en récupération. Voilà, après, la question, elle est probablement pareille pour les sachets de thé, enfin le contenu en thé, alors peut-être que ce n'est pas acide. Après, notamment les sachets de thé, tous ces éléments et aliments qu'on a, on peut les faire entrer dans le compost. Et du coup, le compost, on aura quelque chose de beaucoup plus équilibré. Même des composts d'intérieur, qu'on peut faire à l'intérieur de chez soi. Je vous rappelle que le compost, s'il est bien équilibré en matière carbonique et en matière azotée, il y a une décomposition qui est optimale. Donc il n'y a pas d'odeur. La vraie odeur du compost, c'est la litière de forêt. Comment on fait un compost chez soi? Alors, un compost chez soi. Alors, il y avait ou il y aura une conférence là-dessus, sur comment composter chez soi. Ouais. Je crois que c'est les acteurs du Paris Durable, avec un partenaire, qui ont prévu ça. Ouais. Je ne sais plus s'il est passé ou s'il est à venir. Voilà. Donc, c'est juste... moi, je ne vais pas développer là-dessus, mais effectivement, ça peut être assez pointu. Il faut respecter des équilibres. Alors, chez soi, c'est dans des pots, par exemple des pots en terre qu'on va empiler. Et on va mettre dans le premier ce mélange, notamment de déchets de cuisine, épluchures, etc., qui vont être les matières azotées. On va les mélanger avec des matières carbonées qui seront du papier sans encre, des bouts de carton, des choses qu'on récupère comme ça, parce qu'on n'a pas forcément des branches qu'on mettrait en petits morceaux. Et donc on a les 2 matières qui sont associées, et après les 2 autres équilibres à suivre, c'est l'air et l'eau. Donc il faut que ça soit suffisamment aéré et suffisamment humide, mais pas trop. On sait par exemple dans l'équilibre matière carbonée, matière azotée, que si on a trop de matière azotée, ça sera trop humide. Donc on aura un truc pâteux, etc., qui n'est pas bon, et où ça va pourrir, et donc là il y aura l'odeur. Et si c'est trop carboné, c'est-à-dire il y a trop de matière carbonée, on aura un mélange plutôt sec. Et donc c'est pas bon non plus. On aura un ralentissement des décompositions, et notamment de tout ce qui est ligneux. Donc voilà, ça s'équilibre comme ça. Bon, après c'est pointu, je ne vais pas développer là-dessus maintenant, mais on peut le faire chez soi. Et en combien de temps on peut avoir un compost que l'on pourrait mettre dans ses plantes peut-être? 9-10 mois. Okay. Donc on peut utiliser un compost de 3 mois, mais ça sera un compost vert qui n'aura pas tous les éléments. Plus on va attendre, plus il y aura tous les éléments qui seront dégradés des matières organiques qu'on mettra dedans, carbonées, azotées, et donc il sera plus riche. Par contre, on peut l'utiliser vert, où il va agir plus rapidement. Mais on n'aura pas tous les éléments. Voilà les 2, entre la rapidité et puis la qualité de ce qu'on aura dedans. D'accord. Ah ben c'est parfait. Donc là, on voit qu'en l'arrosant, en fait, l'eau, elle s'est écoulée normalement. Oui. Donc ça, c'est un indice qu'on a un bon drainage. L'excès d'eau, il est parti. Voilà, on voit bien que c'est tombé sur la table. Ah ben c'est super. Voilà. Donc si on veut suivre ces plantes, on peut... nous ici, dans la serre, vous voyez, là, j'ai rempoté celle-là. Donc ça, c'était les plantes succulentes, donc pareil dans des pots en terre. Et à chaque rempotage, pour savoir quand est-ce que je dois la rempoter la prochaine fois, je mets le nom de genre, le nom d'espèce, le nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom... l'épine du Christ. Voilà. D'accord. Et l'origine. Là, il vient de Madagascar.
Et derrière, je mets la date de rempotage. D'accord. Rempotage, donc là, c'était le 2 février 2021. Très bien. Ça me permet de suivre la plante, en fait. Voilà. Et attends, tu l'as rempoté quand? Parce que ça m'a l'air bien sec. Alors après, après, il faut suivre l'arrosage. Bon, là, c'est Ouais. des plantes succulentes. Donc en hiver, la majorité des plantes succulentes que j'ai ici, je les arrose une fois par mois. En moyenne, ça dépend du substrat, ça dépend des journées. Hein. Des fois, il y a des journées en hiver où, comme on est dans une serre, on a des rayons de soleil qui font que ça chauffe énormément. Donc je régule par rapport à ça. Mais pour donner une moyenne, une plante succulente, en général, je l'arrose une fois par semaine en été et une fois par mois en hiver. D'accord. Voilà. Bah, c'est parfait. Donc voilà. Tu vas peut-être pas nous en rempoter une autre, hein? Je sais pas. C'était pour l'exemple. Voilà. S'il y a des non, parce que questions là, par rapport à on ça, arrive au oui, ça, bout. c'est simple, ouais. Bon, non, j'avais pas une question, j'avais une remarque de quelqu'un qui nous regarde qui disait que le marc de café c'était bon pour les champignons de Paris, Oui. pour la culture Oui. des champignons de Paris. Alors j'ai jamais essayé, Moi non plus. mais tu me dis oui, alors je vous crois tous les deux. Merci beaucoup Franck Bah, de rien. donc, d'avoir réalisé l'atelier un peu au pied levé alors qu'on devait être normalement dans les semis. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on doit prévoir. Hein. Bien sûr, mais de toute façon Parce qu'on tu travaille avec l'avais le temps. prévu, oui. Voilà. Donc avec le temps, en fait, des fois, on veut travailler au jardin. Et ça, je vous en parlerai notamment le mois prochain. On verra, là, il y a différents thèmes qui sont déjà prévus. Je vous parlerai de tout ça, c'est-à-dire comment on gère après sur place dans un jardin, suivant les conditions météo. Est-ce qu'on peut dire que l'atelier qu'on aurait dû faire au jardin aujourd'hui, si le temps est plus clément, on le fera vendredi prochain? Ça permet de garder le fil? Hein, c'est bien. Et comme ça, on reporte tous les sujets que tu m'as envoyés. On verra, on va s'adapter. D'accord. Pour le mois de mars, on va rester un peu sur les sujets qui étaient donnés. D'accord. Maintenant, on s'adaptera à chaque fois. Très bien. Par rapport au climat, au Parfait. temps, météo. Je te remercie encore. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi le live. Je vous invite tous à aller regarder la programmation des différents lives et des webconférences organisées non seulement par la Maison du Jardinage, mais aussi les autres structures qui accueillent du public sur les thèmes de la biodiversité, du bien-être animal. Donc je pense à tout ce qui se fait à la ferme de Paris et à la maison Paris Nature, maison de la biodiversité qui est au Parc Floral. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Donc oui, pour retrouver le programme, vous allez sur Que faire à Paris, vous tapez Paris Nature ou programme Paris Nature, et là vous aurez le PDF et la liste de tous les événements classés par date avec les horaires et la manière de se connecter, puisque aujourd'hui on est en complètement dématérialisé, que ce soit via des outils comme Skype, Webex ou des choses comme ça, ou en direct comme je le fais avec Gualtiro sur les 3 structures dont on vient de parler. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, bon week-end.